Salut Pascal, comment vas-tu? Salut Younes, très bien et toi, content de te retrouver. Pareil, pareil. Il y a pas mal de news aujourd'hui, c'est pas une spéciale, mais on va vraiment décortiquer, décrypter l'actualité tech, business et innovation comme d'hab. Et Mhm. on voulait commencer avec un feuilleton qui commence à durer sur le long terme, mais où il y a quelque chose qui commence à se dessiner. C'est la guéguerre entre Sam Altman, donc l'un des fondateurs d'OpenAI, et le sulfureux Elon Musk. Donc derrière X, SpaceX, Tesla et tout. Donc il y a des documents qui sont sortis, des échanges d'emails, plein de trucs. Je te laisse la parole. Ah ben écoute, c'est le feuilleton qui continue, hein. C'est la meilleure telenovela depuis 2022-23. Euh, alors peut-être pour les auditeurs un petit récap. Donc OpenAI, c'est la société qui a développé et qui commercialise ChatGPT. Donc ce sont été les premiers qui ont réalisé vraiment un LLM euh, très performants. C'est eux qui ont amené ça au monde. Ils ont à peu près 200 millions d'utilisateurs. Ils sont donc devant, ils font la course en tête. Bien sûr qu'ils ont de la compétition, mais c'est quand même encore ceux qui proposent le meilleur modèle. Et en fait, donc ça a été fondé notamment par Sam Altman, qui est toujours patron de cette entreprise. Et puis, il y a plusieurs trucs assez rigolos qu'on peut noter. La première chose, c'est qu'en fait, les premiers 50 millions de dollars, depuis, ils ont levé des milliards, mais disons, les premiers 50 millions au tout départ en 2015, ils ont été investis par Elon Musk sur l'idée qu'en fait, et d'ailleurs, c'est décrit dans le nom, que OpenAI ferait un modèle open source, et puis qui serait non-for-profit. Ils ont d'ailleurs une forme juridique qui dit qu'ils doivent pas faire fonctionner leur entreprise pour gagner de l'argent, un peu comme une fondation, une association qui serait à but non lucratif. Et en fait, il y a deux choses. La première, c'est que pour pouvoir développer un modèle LLM, donc un Large Language Model, il faut utiliser de gros ordinateurs et ça coûte les yeux de la tête. Ça se compte en centaines de millions, en tout cas au départ, peut-être maintenant un peu moins, mais même si je crois pas que ça ait beaucoup diminué. Donc en fait, ils ont eu besoin d'argent pour pouvoir simplement entraîner ces modèles. Et puis la deuxième chose, comme toujours dans les affaires, et spécialement en Californie, c'est que c'est un peu une bataille d'ego et une bataille d'argent. Il y a une fameuse audition au Congrès américain où Sam Altman il est interrogé. Puis il y a un sénateur très rigolo qui en a déjà vu des vertes et des pas mûres et qui a vu passer de l'eau sous les ponts, qui lui dit, mais chez Altman, vous avez pas de salaire. Quel est votre salaire, en fait, chez OpenAI? Puis Sam Altman, il dit, ah, moi, j'ai pas de salaire. Bon, il est déjà riche, hein, mais pas besoin de salaire. Puis il lui dit, mais cher jeune homme, il vous faut trouver un bon avocat et il faut vraiment que vous ayez un salaire dans cette affaire. Donc, en fait, on voit déjà que là, il y a quelque chose d'un peu louche parce que c'est quand même une entreprise qui vaut 157 milliards et à Il est à l'évidence, 80 000 balles de ouais, 80 000 dollars. Moi, c'est rien, c'est pas un salaire dans le monde de la tech. voilà. Et en fait, il va recevoir pour quelques milliards d'actions. Et maintenant, en gros, Elon Musk lui fait un procès parce qu'il a mis les premiers 50 millions de cette société, donc il devrait avoir des parts là-dedans. Donc, je pense qu'une bonne partie, c'est simplement les sous. Follow the money, c'est quand même toujours quand une société vaut 157 milliards, les gens se disputent pour savoir à qui elle appartient, et puis que on peut comprendre la logique ou l'étonnement, on va dire, d'Elon Musk, même s'il est très riche, c'est pas une raison pour laquelle il devrait ne pas être rémunéré. Il a mis les premiers investissements, puis là il se retrouve sans rien. Depuis, ce que Elon Musk a fait, c'est qu'il a fondé une autre société, XAI, basée sur le réseau social Twitter et les moyens qu'il a avec Tesla pour faire un concurrent d'OpenAI. Donc en fait, il est aussi concurrent de OpenAI et de Sam Altman. Donc il y a les deux. On ne sait pas si une partie, enfin moi j'imagine qu'une partie c'est pour récupérer des sous parce qu'il veut simplement son pognon, quoi. Il a mis ça. Enfin, je veux dire, mettons-nous à sa place. Si les auditeurs nous écoutent, imaginez que vous ayez fait un investissement de 50 millions, que maintenant la société vaille 157 milliards, c'est quand même un petit peu chaud d'avoir rien. Donc on peut parfaitement comprendre. Mais l'autre aspect des choses, c'est qu'en fait, Elon Musk, maintenant, c'est un concurrent de OpenAI. Donc, en fait, s'il peut l'embêter via le système judiciaire, ben, il le fait. Ça se règle quand même souvent comme ça aux États-Unis.
Est-ce que tu penses aussi, c'est que, bon, ouais, Elon Musk n'a pas forcément besoin d'argent, mais comme tu dis, maintenant que ça vaut 157 milliards, et puis sûrement ça va encore prendre plus de valeur, mais est-ce que tu te dis aussi, c'est parce que comme à la base, l'idée que ça devait être open source, et que maintenant ça ne l'est plus, et que c'était à la base sans but lucratif, et que maintenant ça l'est plus, est-ce que tu penses que c'est ça qui le fait tiquer, en fait? Ou est-ce que c'est vraiment que l'aspect financier? C'est difficile à dire, on le saura jamais. Il faudrait lui poser la question. Moi, je le connais pas, mais euh, mon expérience, c'est qu'en fait, les principes, ils s'effacent devant la taille du chèque et que rien ne résiste. C'est une question de montant. 157 milliards, c'est quand même beaucoup. Donc, j'ai du mal à croire à cette histoire de principe. Je crois plus qu'il y a une question de, si tu veux, de principe judiciaire, c'est-à-dire si tu es le premier investisseur dans une entreprise puis que tu en retires rien, c'est quand même très énervant par principe. D'accord? C'est vexant, c'est énervant. Ensuite, tous ces CEO de Californie et de la Big Tech, c'est plus une question d'argent. Ils ont, je sais plus qui c'est qui disait l'autre jour, une fois que tu as 1 milliard, même si tu consacrais toute ta vie à dépenser ton argent, tu n'arrives pas à dépenser ça en une vie. Donc, Ok. Musk, il a quoi? Je sais pas, 400, 250 je crois, un truc milliards comme ou ça, je sais non? pas. Enfin, c'est absurde. Donc, en fait, c'est pas une question qui manque d'argent. C'est vraiment une question de principe. J'ai mis un ticket dans cette entreprise, donc je veux récupérer. Après, il y a la question de l'ego. L'ego, c'est quelque chose qui tient pas tellement compte de la raison ou de ses intérêts personnels bien pensés. C'est juste, je suis vexé parce que on m'a fait l'extérieur. Et puis, après, je pense aussi qu'il y a quand même une bataille pour le soft power, le nouveau endroit, lieu où en fait le soft power s'existe. Avant, c'était Hollywood. Maintenant, en fait, c'est dans les IA. Et je pense que Musk, il veut avoir son mot à dire là-dedans. Et moi, j'ai aussi une petite théorie derrière, c'est que, bon, il y a cet aspect lucratif, il y a cet aspect, comme tu dis, récupérer ses billets aussi, cet ego, mais aussi c'est que OpenAI est en train de devenir Microsoft, et ça, on l'a vu dans un de ses tweets. Et lui, il a un gros bisbille, Elon Musk et Bill Gates, ils se détestent. Donc, même si c'est plus Bill Gates qui gère Microsoft, il y a un peu cette guéguerre entre eux. Et j'ai l'impression que maintenant aussi, c'est vraiment la course, justement, à qui est-ce qui va dominer ce marché. Et ça peut être justement une des raisons pourquoi il a attaqué Sam Altman, c'est qu'il a été levé des fonds et il est en train de se maquer avec Microsoft, ce qui va déplaire, enfin, ce qui déplaît à Elon Musk. Alors, absolument d'accord avec toi. C'est ce que j'évoquais avec la piste de l'ego. C'est-à-dire, t'es copain avec un tel, t'es pas copain avec un tel, etc. Donc, ça, c'est un petit peu des batailles de principe qui sont basées sur le fait que j'ai plus raison que toi, etc., etc. Mais c'est tout à fait possible que ça joue un rôle. Je pense qu'une autre chose qu'il faut pas négliger non plus, c'est qu'en fait, OpenAI, c'est une entreprise, maintenant un peu comme une autre, qui essaye de gagner des sous. Et puis que quand tu as un procès sur le dos, je veux dire, OpenAI, ils ont toute une série de procès liés à l'utilisation des données, etc., etc. En fait, ça prend un temps considérable. Quand tu diriges une entreprise et que tu as un procès sur le dos, faut préparer ça avec les avocats, faut aller à l'audience, faut mettre une jolie cravate, il faut répondre aux juges, aux avocats, c'est stressant. Je peux m'imaginer que des gens qui circulent à l'altitude de Elon Musk et de Sam Altman, ils y vont pas forcément eux-mêmes, mais quand même, c'est quand même un truc qui prend la tête et qui prend du temps. Et qu'en fait, quand tu es concurrent de quelqu'un, donc maintenant Elon Musk, c'est un concurrent de Sam Altman, hein, faut vraiment le voir comme ça. En fait, ils sont dans le même business de faire un LLM. Du coup, il y a deux moyens de gagner. Tu peux faire un meilleur boulot, un meilleur produit, avoir de meilleures ventes, puis tu peux embêter tes concurrents, les ennuyer en fait en leur mettant des poids aux pieds. Et je pense que dans le business aux États-Unis, c'est souvent, on utilise souvent comment la justice pour en fait ralentir l'autre. Je veux dire, typiquement dans les brevets, je discutais avec un ami l'autre jour qui est spécialisé des brevets. Pour faire un smartphone, il faut à peu près avoir accès à une licence pour 300 000 brevets. 300 000 brevets. Donc tu Waouh. t'imagines, c'est une question de gros sous. Donc, en fait, tu dois aller négocier avec telle entreprise pour avoir accès à la technologie, enfin, avoir le droit de l'utiliser. Et du coup, c'est une question de marge, de prix de revient, de combien tu payes, mais ça prend un temps considérable, en fait, de régler toutes ces questions légales. Et surtout aux États-Unis où c'est utilisé comme ça,
Et puis, et OpenAI, Sam Altman et Musk, avec toutes les entreprises il a certainement toute une équipe d'avocats qui travaillent pour lui jour et nuit. Et puis il utilise ça en fait comme une espèce. C'est comme si on te tirait santé. C'est comme si on te tirait le t-shirt, tu vois. Tu es là, tu essaies de courir et puis en fait tu dois tout le temps te réfléchir à et que tu vas faire ça. Puis après il y a une autre chose avec les procès, c'est qu'en fait quand une entreprise a un procès aux fesses, elle a tendance à se montrer plus prudente pour de nouvelles innovations qu'elle pourrait éventuellement faire. Parce que ça fait un peu peur, c'est ennuyeux, il faut pas prendre trop de risques. Ok, non, non, je voulais pas t'interrompre, mais ça me fait penser justement à un truc, comme tu dis, le fait de se concentrer sur les procès. Puis là, on a une news qui est tombée par rapport à ChatGPT qui aurait essayé de s'échapper, en fait. Ouais. Donc, j'ai trouvé la news un peu drôle. Est-ce que tu veux en parler et tout? Parce que j'ai l'impression, comme tu dis, voilà, ils vont passer du temps sur les procès. Il y a quand même le développement. C'est une course sur laquelle tu dois te concentrer. On a vu que Jeff Bezos était revenu à Amazon pour bosser presque 100% du temps sur l'IA. Et puis là, tu as ChatGPT O1 qui veut foutre le camp. Ouais. Ouais, puis pour rajouter, Sam Altman, il doit encore trouver 5 ou 6 milliards tous les 6 à 12 mois. Hein. C'est quand même un chèque. Hein. Je veux dire, faut lever de l'argent. Le mec, quand même, tous les 12 mois, on lui signe un chèque de 5 ou 6 milliards. Je veux dire, c'est quand même. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui lui fasse un chèque comme ça de 5 milliards en lui disant, mais oui, mec, on t'aime bien, t'es trop chou, allez hop, prends le pognon. C'est un boulot considérable. Donc, ces mecs, ils sont suroccupés. Puis d'abord, un procès, ça te ralentit. Mais maintenant, pour revenir à la sécurité, ouais, c'était rigolo. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc OpenAI a lancé son nouveau modèle O1. Avant, on avait O1 Preview. Maintenant, il y a O1 qui fait qui arrive à tenir des raisonnements niveau PhD, donc doctorant, c'est absolument ahurissant. Et puis, je dirais, il y a, comme toutes les technologies, en fait, digitales, il y a toujours un aspect de la sécurité. Alors, dans l'IA, il y a d'un côté un fantasme et puis il y a d'un autre côté des problèmes de sécurité bien réels. Alors, le fantasme qui n'en serait peut-être pas, mais qui n'a probablement pas une grande probabilité de se réaliser, c'est qu'en fait, cette IA devienne tellement intelligente, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, puis à mon avis, on en est encore assez loin, mais elle est tellement intelligente qu'en fait, nous, on est un petit peu comme des hannetons ou des fourmis comparés à une IA. Je veux dire, quand tu construis une maison et puis qu'en fait, tu écrases quelques fourmis, tu n'en veux pas aux fourmis. Tout simplement que voilà, elles comprennent rien au monde, elles n'ont pas du tout la même vision du monde que toi. Puis si on imagine cette espèce d'être alien inventé par les humains qui deviendrait tellement intelligent, il y a cette espèce d'idée qu'en fait, cette IA, elle va nous devancer, qu'on pourra plus comprendre en fait ce qu'elle fait. Parce qu'elle est simplement trop avancée. Donc, on va d'une certaine manière perdre le contrôle. Donc, elle deviendrait tellement intelligente que nous-mêmes, on ne pourrait plus la comprendre. Et puis, d'autre part, comme maintenant, on a l'émergence des agents qui ont la possibilité d'agir sur le monde, qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent monter des serveurs, qui peuvent se copier. Ces IA, non seulement elles deviennent très malines, mais elles peuvent commencer à agir, en tout cas en termes digital, et par exemple copier le modèle sur un autre serveur. Comme ça, si les ingénieurs ou les scientifiques décident de t'éteindre, ben, tu t'es déjà copié ailleurs. Ça a été évoqué dans Terminator, etc. Donc, c'est cette espèce de fantasme d'une intelligence douée d'une volonté propre qui agirait sur le monde et puis qui nous dépasserait. Un exemple, peut-être qu'on peut partager avec les auditeurs, en anglais, ça s'appelle le Paperclip Maximizer. C'est cette idée, en fait, que si une IA était programmée avec pour objectif de maximiser le nombre de trombones existants dans le monde, donc des trombones qu'on met sur des feuilles de papier, alors elle pourrait détourner toutes les ressources auxquelles les humains ont accès sur la planète pour fabriquer des trombones et puis tous nous zigouiller parce qu'il faut faire plus de trombones. C'est un truc qui est complètement absurde. C'est simplement une expérience de pensée qui permet d'envisager cette surpuissance de l'IA. Personnellement, je pense que c'est un fantasme. La chose la plus raisonnable à faire, c'est simplement de pouvoir les éteindre. Si une fois ça part en sucette, on tire la prise et puis on leur coupe le sifflet. Donc, je pense qu'on en est loin. Elles ont pas encore aujourd'hui le niveau d'agency, donc d'autonomie et d'intelligence pour pouvoir le faire, mais c'est quelque chose dont les gens aiment bien parler. Ils aiment bien se faire peur. Donc, c'est un peu un flop, hein, cette news
C'est pas a un voulu flop, je dirais. s'échapper. Ça, parce que ça veut Ouais. dire quoi concrètement? Alors Ça, concrètement, quand on programme, quand on installe une grosse IA, en fait, elle a accès à des tas de données. Et puis, vous pouvez essayer, en fait, si vous allez sur ChatGPT ou n'importe quelle autre IA, il y a un certain nombre de choses, en fait, qu'elle va pas vous aider à faire. Alors, je veux pas donner de mauvaises idées aux auditeurs, mais imaginons que quelqu'un dise explique-moi comment fabriquer tel et tel poison parce que je sais pas, tu veux enfin pas toi Younes, mais quelqu'un veut attenter à la vie d'une autre personne, d'accord? Donc bah, moi je sais pas comment on fabrique tel et tel poison, est-ce qu'il va être détectable ou pas, commettre le crime parfait. Alors du coup, tu peux commencer à discuter avec ChatGPT qui pourrait te donner plein de trucs, ben, tu mélanges tel produit avec tel produit, tu lui mets ça dans le café, ce sera incolore et inodore. Donc, en fait, la personne va le prendre, etc., etc. Puis, il pourrait même te faire tout un scénario, t'expliquer ce qu'il faut dire à la police. Donc, je veux pas du tout encourager les auditeurs à le faire, mais c'est simplement que comme il y a énormément de connaissances dans le chat GPT, il peut tout à fait t'aider à faire des choses comme ça ou des choses encore beaucoup plus graves. Et du coup, ce que les gens font, et d'ailleurs Meta a fait un modèle open source, c'est des guardrails, donc des rails de sécurité qu'on met autour de ces modèles. Et le modèle est censé refuser répondre à certaines questions qui mettraient la vie d'un autre en danger, etc., etc. Mais ces systèmes de sécurité sont évidemment pas parfaits. Et puis il y a toujours le moyen un petit peu de tourner autour. Donc en fait, ces modèles, a priori, peuvent répondre à une foulitude de questions, même à toutes les questions, comment fabriquer des armes, etc., etc. Mais ils sont pas censés le faire. C'est pas quelque chose qu'on souhaite faire, d'accord? Et je pense que c'est quand même un peu de l'ordre du fantasme, parce qu'en fait, sur le dark web, on trouve des tas de choses, des tas d'explications. On peut toujours trouver un bouquin qui explique comment fabriquer telle et telle arme. On n'en fait pas tout un cirque non plus. Les gens passent pas leur vie à souhaiter fabriquer des bombes matin, midi et soir. C'est un fantasme. Donc, c'est simplement que ça rend l'accès à cette information un petit peu plus facile et ça fait un peu paniquer les gens. Mais il y a des tas de systèmes qui ont été mis en place. Donc, ça, c'est une des choses. C'est en fait, comme la connaissance du monde est stockée dans les LLM, ça permettrait à tout un chacun d'être plus puissant et de savoir plus de choses. est-ce qu'on peut se dire que c'est un peu comme Aladdin et le génie, où justement tu Ouais, deviens, tu as beaucoup de pouvoir et puis à la fin, Aladdin il relâche le génie et puis ouais. on peut imaginer que le O1 ça va être ça. C'est un peu ça. Et en fait, la question, c'est est-ce que le génie va sortir de sa lampe à huile? D'accord. Ouais. Et l'article, en fait, il disait que oui, il allait sortir. J'y crois pas trop. Je pense que c'est vraiment de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de la peur d'une entité, on va l'appeler comme ça, qui, en fait, rassemble toutes les connaissances du monde. ChatGPT, c'est à la fois un neurologue, un nutritionniste, un ingénieur qui fait qui peut t'aider à dimensionner des ponts ou fabriquer des fusées. Donc, en fait, un truc qui sait tout, le savoir absolu, en fait, ça fait peur. Et ça a fait peur à l'Église quand on a inventé l'imprimerie parce qu'on a imprimé autre chose que des Bibles. Ça a toujours fait peur, d'accord? Mais les livres, c'est pas une bonne idée de les brûler, à mon avis. Les derniers qui ont fait ça, ils étaient pas terribles. Donc, en fait, il faut pas avoir peur du savoir. Il faut au contraire miser sur l'intelligence des humains et la peur est mauvaise conseillère. Simplement, c'est quand même assez normal qu'on mette des garde-fous dans ces systèmes. Et puis peut-être, ouais, vas-y, excuse-moi. Je pense qu'il y a une erreur qui a été commise. J'y pensais ce week-end et tout, et je me dis que pourquoi ils ont appelé ça intelligence artificielle? Il n'y a rien Mm. d'intelligent et je pense qu'en termes de positionnement de branding, c'est ce qui a fait peur. Enfin, c'est ce qui fait peur aux gens, tu vois, le fait d'avoir mis intelligence dedans. Ils auraient pu trouver un autre nom et tout parce que, enfin, il y a pas forcément d'intelligence. Et puis, comme on en discutait la dernière fois, le mot intelligence, il a été mal défini. Donc, je pense que c'est ça qui fait peur aux gens et c'est une grosse erreur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que Microsoft Intelligence, Apple Intelligence sont sortis un petit peu de cette histoire d'artificiel et tout, et puis d'essayer de casser un petit peu cet obstacle dans la compréhension des gens, en fait. Alors, je suis d'accord avec toi, soit d'autant plus que l'intelligence humaine, encore une fois, c'est quelque chose de difficile à mesurer, bien sûr, mais surtout difficile à définir, en fait. C'est difficile de définir ce que c'est que l'intelligence. Est-ce qu'une forêt où il y a toute une série d'êtres vivants qui sont des arbres, les champignons, etc., etc., des animaux, il y a aussi une forme d'intelligence de la vie. Donc, je veux dire, ça m'a l'air un peu vain de s'exciter là-dessus. Il y a quand même une raison historique qui fait qu'on appelle ça IA,
intelligence artificielle, c'est qu'en fait, Alan Turing, ce fameux mathématicien qui a craqué les codes nazis, qui était anglais, il a Ah oui, défini le test de il y a un Turing. super film dessus, pardon, Ouais. je te coupe. Mais le Non, film, non, il est top, ouais. il est Ouais, top. Et je l'ai puis, vu. c'était un scientifique qui était absolument extraordinaire. Il avait été condamné à l'époque parce qu'il était homosexuel, puis il a été réhabilité après, heureusement. Mais disons, c'était un homme absolument extraordinaire. Et il a défini un test, en fait, d'avoir un dialogue avec une machine. Et puis, est-ce que la machine, elle arriverait à se faire passer pour un être humain? D'accord? Ben, je ne sais pas si on y est, mais à mon avis, si on n'y est pas encore, on y est presque. D'accord. Donc, on peut dire d'une certaine manière qu'en fait, ça passe le test de Turing. Alors, c'est simplement une référence historique. C'est Alan Turing, il était actif pendant disons, l'horizon temporel de la Seconde Guerre mondiale, et on peut dire que maintenant, en fait, les IA, enfin, ces large language models, ils passent ce test. Euh, si on prend, même si on fait pas quelque chose d'aussi dramatique, mais si on prend la chose il y a 20 ans, l'idée, en fait, qu'on pourrait traduire n'importe quel texte d'une langue vers une autre, ça a été considéré comme un problème extrêmement délicat à résoudre. L'idée qu'on pourrait générer des poèmes, l'idée qu'on pourrait avoir une machine qui parle, parce que maintenant les modèles IA les plus avancés, ils s'expriment par oral de manière extrêmement pointue. Et à mon avis, on est déjà au point où, en fait, quand il s'agira d'avoir une conversation avec un être humain, il y aura de moins en moins de cas où, en fait, il sera nécessaire d'avoir un être humain en face, et de plus en plus de cas où, en fait, si c'est pour avoir accès à de l'information, obtenir des papiers administratifs, obtenir un conseil technique, en fait, une IA va s'en charger merveilleusement bien à un coût bien moindre. Donc, en fait, de mon point de vue, le test de Turing, il a été passé, et ça nous émeut, parce que cet immense scientifique qui était Alan Turing, il a passé ce test. Enfin, il a défini ce test, et puis maintenant, les machines le passent. Donc, en fait, on se dit, waouh, je veux dire, c'était il y a moins de 100 ans que ce test a été défini, puis on la passe, enfin, les machines, maintenant, les IA le passent. Donc, on se dit, waouh, il s'est quand même passé quelque chose. Mais c'est un test qu'on a défini nous-mêmes. Ouais. D'accord? Et justement, avec maintenant tous ces LLM, l'IA qui est en train de bouffer le monde, comme le dit si bien Andreessen Horowitz, il y a Google qui a annoncé le lancement de lunettes, donc les Hum. XR et tout. J'ai vu la vidéo, c'est assez incroyable de ce que tu peux faire, notamment en termes de traduction simultanée, de se faire guider dans les rues, de pouvoir répondre à tes messages WhatsApp ou autres. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il le mentionne bien que ça sera utilisation occasionnelle, que tu vas pas les utiliser, je pense, peut-être tous les jours pour peut-être pas faire peur au monde et éviter un flop comme ils ont eu avec les premières Google Glass. Mais il y a quelque chose qui se passe, et ça, c'est grâce aussi à Gemini 2.0. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, en fait, enfin, de ces images? Bah, je pense que il y a la bataille qui a lieu maintenant, c'est de mettre un ordinateur sur notre nez, à savoir des lunettes, et dans nos oreilles, à savoir des AirPods ou des écouteurs. Et en fait, Google, là, est un peu en mode réactif, parce que Meta, enfin, je veux dire, Meta, donc Facebook, Instagram, etc., Google avec le RIA, Gemini, etc., qui sont pas trop dans le hardware, hein. Google, c'est plus du soft. Euh, Microsoft, tout le Ils monde le est en font train de avec se tirer Samsung, la hein, bourre. il me Ouais, semble. ouais. Ouais. Oui, mais si tu veux, la différence, c'est que, à mon avis, Meta est mieux positionné parce que ils ont compris que Oula. ce serait pas, je pense, parce qu'ils ont compris que ce serait pas un produit de geek. Ce qu'a fait Meta, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Ray-Ban. Puis encore une fois, pourquoi tu mettrais des lunettes de soleil Ray-Ban ou des lunettes correctrices? C'est parce que ça t'embellit un peu, t'es un peu cool. Et je pense que les lunettes, il y a un aspect mode, il y a un aspect beauté, il y a un aspect charme. Et en fait, c'est vraiment, il y a un immense défi technologique, hein, de placer un ordinateur dans des lunettes avec une caméra, un micro, des écouteurs. Je veux dire que c'est de loin pas facile. Ils vont finir par y arriver. Il manque peut-être encore quelques années d'engineering de haut de gamme, mais ils vont y arriver, il n'y a pas de doute. Je pense que ce sera quand même plus intrusif comme modèle d'interaction, parce qu'en fait, tu auras tout le temps un écran devant les yeux.
Donc, il va falloir bien gérer ça parce que on parle souvent du temps d'écran hein, sur les téléphones. Alors, si tu l'as sur le nez puis sur les lunettes, ça va être du H24, ça va être quelque chose. Mais il y a deux problèmes avec les lunettes. Le premier, c'est qu'en fait, ben, toi et moi, on met des lunettes pour voir correctement. Donc, en fait, il y a une petite chance qu'on s'équipe, mais c'est déjà une portion bien plus congrue de l'humanité par Moi, je rapport à un pense que téléphone. je les achèterais, moi, je pense. De Ah, ce que mais j'ai moi vu la aussi. vidéo, je pense que je l'achète Ouais. direct. Non, mais direct. Mais il y a pas d'hésitation non plus. Mais si tu veux, le smartphone, il est dans toutes les poches. Donc, et fondamentalement, les lunettes, ce sera un sub de ce marché-là. Même si ça devient mainstream et extrêmement utile, je ne suis pas certain que tout le monde portera des lunettes parce qu'il y a un aspect de rapport à soi, de regard, de beauté, de mode. Et je pense que Meta, ils ont fait un move qui est plus malin parce qu'ils se sont mis avec Ray-Ban. Pourquoi tu payerais des Ray-Ban qui sont, je sais pas, 4 fois le prix d'une paire de lunettes solaires normales parce que tu as la marque et puis que tu as l'impression d'être, c'est un article de mode. Donc, je pense que ça va, et pour Google, ça va être dur parce que Google, c'est vraiment une société de geeks. Donc, en fait, il s'agit pas uniquement d'avoir un meilleur écran ou un meilleur haut-parleur ou un meilleur ordinateur, mais il faut que ce soit joli à mettre sur son nez. Je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense que c'est quelque chose de super utile. Enfin, si tu vois la vidéo, on la mettra en commentaire, mais tu es en train de te balader, par exemple, comme tu le dis, enfin, tu vas à Tokyo, tu te balades, tu veux faire une commande, bah, grâce à Gemini, ça va te faire la traduction directe Hein. de ce que enfin, la personne parle en face. Après, tu peux lui demander quel plat est plus épicé, est-ce que c'est celui-là ou l'autre, elle te répond. Tu reçois un message, tu lui dis oui, donne-moi les éléments les plus importants que j'ai reçus par message. Et puis la personne dit ouais, ils sont en train de parler du resto ce soir. Alors réponds-leur que je serai présent et dis-leur que je vais mettre cet habit bleu. Et en fait, c'est un truc qui est next level. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, intéressant ou un peu flippant aussi, cet aspect de sécurité. Parce que les lunettes, elles sont en train de scanner tout, en fait. Et que si tu lui dis, bah écoute, dis-moi où est-ce que j'ai mis mon stylo, est-ce que j'ai mis mon stylo orange, bah les lunettes, elle l'aura vu forcément. Puis elle va te dire, ah bah c'est là-bas sur la commode et tout. Hein. Donc c'est super avancé, mais en même temps, tu te dis, c'est un peu flippant par rapport à ce que tu vois. Enfin, ça peut être tes enfants, ça peut être ta maison, d'autres choses où tu te dis, bah, tu peux aussi te faire hacker les lunettes, quoi. Oui, alors bon, ben voilà, vive la vie, hein, on va se faire hacker bah, je veux dire, si demain matin tu te fais hacker ton smartphone, je veux dire, tu es dans le mal, mais jusqu'au cou, tu es d'accord? C'est terrible. Dessus, tu as ta banque, tu as tes photos privées, tu as tout. Donc, c'est un cran de plus vers la digitalisation du monde. Je pense que ça va changer notre rapport au monde. Hein. C'est Michel Serres qui expliquait que quand on lui demandait où habitez-vous, Monsieur Serres, c'est un très grand philosophe que je conseille à tout le monde à qui je conseille à tout le monde de s'offrir les ouvrages pour Noël. Mais il disait, j'habite mon adresse email. Il était Hmm. prof à Stanford et en France, et en fait, il disait, bah, je suis à mon adresse email. Il y a l'adresse physique, c'est la maison où tu habites, où tu reçois ton courrier, ou peut-être tu payes tes impôts. Puis, tu as l'adresse digitale ou de la noosphère dans laquelle tu habites, ça va être ton adresse email. Donc, en fait, ça a changé la notion de où habitez-vous, elle a changé. Par exemple, moi qui ai un piètre sens de l'orientation, je le regrette, mais c'est un combat que j'ai arrêté de mener, d'essayer de me repérer géographiquement et spatialement dans une ville que je connais pas, ou même dans une ville que je connais. Mais Google Maps, ça a changé ma vie. Je peux me retrouver dans une ville dont j'ignore tout et puis n'éprouver aucun stress par rapport à ça parce que je sais que je vais pouvoir atteindre le lieu que je veux. Donc ça a changé notre rapport à l'inconnu, à la découverte, etc. et à la géographie. Et je pense que les lunettes, ça va aller un cran plus loin parce qu'en fait, on aura une information disponible en temps réel, mais surtout, ça va tout filmer. Et moi, je soupçonne en fait Google et Meta de pousser pour les lunettes maintenant parce qu'ils ont besoin de nouvelles données. Il y a eu tout un commentaire sur le fait qu'on T'es bon, arrive au bout Pascal. des données qu'on avait à disposition. Donc, il y a des terras et des terras. Je ne sais pas exactement quel est le chiffre, mais c'est énormément d'heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque jour. Mais bon, nous concernant,
c'est toujours les deux mêmes têtes. Je veux dire, un modèle, il va pas en apprendre des masses, il me voit toujours avec la même tête, toi aussi, des fois on est plus en forme, moins en forme, mais enfin, voilà, c'est quand même toujours Younes et Pascal, Pascal et Younes, bon, ben, zut. Puis on dit des trucs, mais ça va pas le faire progresser énormément. Mais maintenant, imagine que à chaque heure de ta vie, pratiquement, tu filmes ce que tu vois. Ben, c'est ce que fait une Tesla, en fait, hein. Une Tesla, elle filme tout le temps l'environnement, ça apprend, ça permet à Tesla de construire un modèle qui soit un bon conducteur parce qu'il a des millions de conducteurs qui font des millions de kilomètres, donc il va devenir fort. Et là, ça va simplement leur faire, c'est un nouveau canal pour agréger des données. Et j'ai aucune info qui me le prouve, mais je note une étrange concordance des temps entre le fait qu'on arrive un peu au bout des données disponibles pour entraîner ces modèles, puis le fait qu'en fait, on nous propose un device qui permet d'ajouter énormément de données. Je suis d'accord avec ce que tu dis en fait. Et j'étais en train de regarder ce matin un cache investigation d'Élise Lucet et il parlait justement des données et puis comme quoi sur des plateformes, eh ben, tu peux avoir même des données du ministre de la Justice, des Darmanin, tu peux trouver le numéro de téléphone, l'adresse email et tout. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on sait déjà en fait, tu vois que du moment que tu rentres ton adresse email n'importe où, n'importe qui peut la retrouver et il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, c'est que voilà, ce marché, il a été épuisé et que le fait que des softwares, des plateformes ont déjà accès à ces choses, c'est qu'il n'y a vraiment plus de nouveautés et que voilà, c'est mort et qu'on a besoin justement pour la publicité, pour vendre encore des nouvelles choses, de pouvoir capter des éléments nouveaux. Ce qui s'est fait avec les montres, on en parle souvent de l'Apple Watch et puis de Samsung Watch et qui capte tout ce qui est santé, etc., navigation, location, mais maintenant, c'est surtout de ce que tu vois. Mais c'est ça qui est aussi flippant en même temps. On va voir ce que tu regardes, où tu étais, enfin, pas où tu étais, mais vraiment ce qui t'intéresse, tu vois, ton intérêt 100%. On peut savoir exactement en temps réel ce que tu as regardé, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, tu vois. Je vois bien les bons mimes, ce qu'on va pouvoir faire avec ça, mais si tu veux. Attends, j'aimerais juste poser une question. Et est-ce que tu penses qu'en mettant ce type de lunettes, tu dois demander la permission à ton interlocuteur? Donc maintenant, tu es en rendez-vous avec quelqu'un ou en entretien ou peu importe. Et évidemment, ça scanne. Et puis, est-ce que tu dois lui demander, est-ce que tu es d'accord que je te filme? Bon, bah déjà, une Tesla, elle filme tout. Il me semble pas qu'elle demande la permission à chaque fois qu'elle croise quelqu'un. Google Maps, quand ils font ils passent avec leur voiture pour faire Google Street, ils floutent les visages, mais ils demandent pas la permission. Je pense que c'est un débat qui est perdu d'avance. C'est-à-dire que en Europe, on adore dire qu'on va tout réguler, puis qu'on va tout obliger, puis qu'en fait, on peut aucune donnée. Maintenant, je fais un exemple concret. Imaginons que tu aies ton dossier médical dans ton Apple Watch ou dans ton téléphone. Tout d'un coup, tu tombes raide paralysé par terre. Qu'est-ce que tu souhaites? Que je n'ai pas accès à tes données, puis que je puisse rien dire à l'ambulance que je viens d'appeler? Ou bien est-ce que tu souhaites que l'ambulancier il puisse ouvrir ton téléphone comme par magie et avoir accès à tout ton carnet médical? Parce que peut-être que tu as une maladie chronique et puis qu'on va pouvoir te sauver si on a accès à cette info. Peut-être que bon, t'es raide et puis qu'on pourra rien faire, ce serait moche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à qui on partage ces données et comment on le fait, c'est une question de contexte. Il y a des fois où c'est très utile, il y a des fois où c'est pas utile. D'accord? Mais je pense que cette espèce d'idée, la notion de ce qui est privé, elle a déjà changé. C'est une bataille qui est totalement perdue. Le fait est que les gens maintenant, souvent, alors un autre exemple sur la santé, les gens disent oh mon Dieu, le dossier médical, il faut que ce soit secret, etc., etc. Puis les gens parlent d'une maladie qu'ils ont sur Facebook. On sent bien le paradoxe, la contradiction, la tension qu'il y a entre les deux. Et à mon avis, ce qui se passe, si on regarde un truc comme Google Maps, en fait, on a digitalisé la surface de la Terre. D'accord? On a les rues, les noms de rues, on a des photos de tout. Ben, on peut dire que la Terre, elle a perdu sa privacy. Et puis, ça m'a pas l'air d'être complètement dramatique. Ça permet aux gens de se retrouver et de trouver leur chemin. Alors, ben voilà, la Terre, maintenant, elle est mappée. Il n'y a plus d'endroits où on n'est jamais allé et dont on n'a pas de photos. Il y a une espèce de perte romantique de l'idée. Maintenant, je pense qu'il en est de même pour nous. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, en tant qu'individu, que
nous sommes si spéciaux et si uniques et qu'on mériterait de protéger tout ça. Ben, dans une certaine mesure, oui, bien sûr, mais à mon avis, il y a aussi beaucoup à gagner, en fait, à pouvoir bénéficier de ces données et puis à pouvoir faire progresser l'humanité. Hein. Il y a quelque chose de très beau, en fait, dans la compréhension. Nous, on en rigole, hein, et puis c'est un peu vache, mais il y a beaucoup de gens qui sont en colère, mais justement, contre toutes ces histoires de privacy, contre tout ce qui est avancement technologique, parce que ça va supprimer des emplois. Et j'en veux pour preuve, en fait, euh, les montants que les patrons, enfin les CEO de big boîtes, de big sociétés dépensent, en fait. Donc, on est tombé un peu sur ces chiffres, je te laisse en parler, mais c'est vrai que quand tu regardes, que ça soit Mark Zuckerberg de Meta ou Elon Musk et tout, c'est tout des personnes qui ont des gardes du corps et qui dépensent des dizaines de millions par année. Et puis, on a vu récemment aussi le patron de cette United Healthcare, Brian Thompson, qui a été assassiné. Donc, Mmh. je ne sais pas ce que tu en penses et tout. Peut-être tu peux nous donner Alors, les chiffres. Meta, il dépense chaque année, le dernier chiffre publié qu'on a trouvé, c'est 24,4 millions de dollars pour la sécurité de Mark Zuckerberg. Bon, c'est une somme, hein, ça fait un peu plus que 2 millions par mois. Je veux dire, c'est quand même, c'est quand même coquet. C'est abusé Euh, quand même. oui et non, c'est-à-dire c'est une somme qui défie un peu l'entendement. Mais maintenant, Il a je meilleur crois temps pas de, du. il a meilleur temps de s'enfermer chez lui, puis plus sortir au final, hein, Ouais. pour Bon, 24 c'est déjà un millions peu par ce qu'ils année. font, hein, mais le truc, c'est que de mon point de vue, c'est absolument pas lié au fait qu'ils soient dans la tech. C'est lié au fait qu'ils brassent un pognon dont les gens ont même pas idée. Je veux dire, que ce soit Meta ou l'empire d'Elon Musk ou Jeff Bezos, ces gens, ils ont la taille d'un État, Mm. donc d'un pays. Alors, quand il s'agit d'une nation, d'un pays, d'un État, ils ont une armée, ils ont la police, etc., etc. Et puis, ils protègent leurs dirigeants. Ça choque pas que quand tu as un conseiller fédéral suisse ou un ministre, est-ce que ça choque les gens qu'un ministre en France, il ait un peu de protection? Ben non, évidemment, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est un peu énervé, parce qu'il a pris une décision, etc. Donc, euh, depuis toujours, en fait, les princes sont protégés. Et en fait, qu'est-ce qui fait d'un prince un prince? C'est son pouvoir. Et qu'est-ce qui fait son pouvoir? C'est l'argent. Donc, comme ces patrons de société tech sont richissimes, il n'y a même plus de mots, il faudrait inventer d'autres mots, mais qu'ils ont la taille financière d'un État, ça leur donne un pouvoir qui est absolument gigantesque. Et du coup, ils ont aussi les données. Enfin bref, ils ont beaucoup de possibilités. Donc, bien sûr qu'il faut dépenser des sommes colossales pour les protéger. Et je comprends que ces entreprises le fassent, parce que Mais c'est là, c'est Meta qui paye, hein. C'est pas lui qui paye. Bon, au final, c'est la même ouais, poche, mais c'est Meta qui paye en expense 24 ouais. millions alors que lui, il pèse 214 milliards de dollars. Ouais, mais tu sais, Il fait ce mec, qu'il veut. c'est sa boîte, c'est lui qui vote, hein, c'est lui qui décide. Donc, et je pense que c'est dans l'intérêt de Meta. Si tu veux, si Meta Ouais. perdait son fondateur, patron, Mark Zuckerberg, je pense pas que l'action s'en porterait mieux. Donc, c'est simplement un calcul économique et puis ils font la chose raisonnable. Moi, ça me choque pas. Ce qui est ahurissant, si tu veux, le fait qu'une société protège la personne qui dirige cette société, ça me choque pas beaucoup. C'est complètement OK. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'en fait, pourquoi les sommes engagées pour la sécurité sont si importantes? C'est parce qu'en fait, ces sociétés sont gigantesques. Elles sont plus grandes que pas mal d'États. Je veux dire, c'est absolument ahurissant. Donc, en fait, c'est leur taille qui est dingue. Ce qu'il faut regarder, c'est la taille de ces sociétés. Et bien sûr que maintenant, une fois qu'une société a une taille pareille, il faut mettre des sommes colossales, parce que le mec, il a un jet privé, il a besoin de garde du corps, nanani, nanana. Donc, il y a toute une série de choses à payer. De la même manière que pour un ministre, on le ferait. Puis, je crois pas que les citoyens se disent, ah bah non, maintenant, plus de police, plus d'armée. Non, c'est normal. Est-ce qu'on parle de l'assassinat justement de Brian Thompson? Mhm. C'est quelque chose qui a fait beaucoup couler d'encre. C'est presque Ouais. du voyeurisme, j'ai l'impression. Surtout sur X, il y a plein de gens qui en parlent.
Perso, j'ai pas forcément suivi parce que je trouve un petit peu des fois gênant. Mais qu'est-ce que tu aimerais en tirer? Enfin, comment tu voudrais commenter cette news? Alors, je pense que c'est très différent de ce qu'on commentait sur les CEO de la tech, parce que là, les CEO de la tech, c'est la question de l'accumulation des ressources et puis et de la puissance et du pouvoir. Donc, en fait, c'est des gens qui sont forcément un peu à risque. Là, en fait, c'était le CEO d'une des plus grandes assurances maladie aux États-Unis. Et en fait, il s'est fait abattre froidement dans la rue. Et ce qui est, au-delà du fait que assassiner, c'est toujours une mauvaise idée, parce que ça clôt un peu le débat, mais je pense que c'est un moment très important. En fait, c'est un point de rupture. Moi, je prends le pari que c'est une date qui va marquer l'histoire, parce qu'en fait, si on regarde en fait les sommes allouées à la santé aux États-Unis, ils sont à peu près à 17% du PIB. C'est beaucoup, hein. En Suisse, on est à 12-13%. On est les deuxièmes plus chers au monde, mais les États-Unis sont quand même loin devant. Donc, en fait, en gros, 17% de tout l'argent qu'a le pays des États-Unis est consacré à la santé d'une manière ou d'une autre. Et en fait, au moment où le pays qui paye le plus, l'espérance de vie aux États-Unis est en train de chuter. Ce qui est quand même chelou, hein, parce qu'en fait, normalement, si tu mets plus de sous, tu t'attendrais à des meilleurs soins. Et ce qui se passe un peu aux États-Unis, c'est qu'en fait, il y a une santé à 2, 3, 4, 5, 6 vitesses. Et en fait, si tu es très, très riche, t'as des techniques médicales qui sont absolument ahurissantes, complètement folles. Et puis, si tu fais pas partie, en fait, de ce 0,1%, 1%, 10%, je sais pas du tout où est la barre, ta situation personnelle, elle est bien plus grave. Et un chiffre qui m'a ébranlé, c'est que aux États-Unis, il y a la possibilité de faire une faillite personnelle. Donc, en fait, tout d'un coup, tu as trop de dettes, je sais pas, tu arrives une bricole, et bam, puis après, tu recommences, hein, ils ont cette idée de la deuxième chance. Mais en fait, le chiffre que je trouve absolument ahurissant, c'est qu'en fait, 60% des faillites personnelles aux États-Unis, elles viennent de problèmes de santé. Donc, en gros, si tu attrapes un cancer, tu as de bonnes chances de faire faillite. D'accord? Les assurances maladie coûtent des blindes, mais ce que font les assurances maladie, parce qu'en fait, ce sont des entreprises, elles utilisent une tactique, et c'est ce qu'il avait gravé sur la balle qu'il a utilisée pour tirer sur ce CEO, c'est delay, deny. Donc, en fait, aux États-Unis, quand je sais pas, tu dois te faire opérer de quelque chose, ton assurance maladie, elle va examiner si c'est pertinent de te rembourser ou pas. Et en Waouh. fait, ce qu'ils font, c'est delay. Donc, la première étape, c'est qu'en fait, ils disent, ouf, on sait pas, il va falloir 3 mois pour vous répondre. Et puis, deny, c'est, tu dis d'abord non. On sait jamais, tu vois. Donc, c'est cette espèce de jeu. Et d'un côté, en fait, on comprend bien le business d'assurance, le modèle d'affaires d'une assurance, c'est d'encaisser des primes puis de rembourser le moins possible en mettant des tas de petites lignes dans le contrat qui te permettent d'exclure des cas particuliers où on va vous dire, mais là, votre assurance auto, ça peut pas payer parce que la fouine était blonde. Donc, en fait, le fait qu'elle ait mangé vos câbles, ça nous concerne pas. On a tous certainement déjà. Il y a des Alors, en Suisse, les assureurs sont beaucoup plus corrects. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. On ne peut pas comparer. Mais aux États-Unis, c'est vraiment dur. Et en fait, les assureurs maladie se sont mis dans ce mode d'augmenter leurs profits, en fait, simplement en essayant de rembourser moins souvent. Et du coup, je pense qu'on a atteint un point de rupture où, en fait, les gens qui payent très cher pour leur assurance, ils en ont marre. Et il a été, disons, personne ne soutient ce meurtre, évidemment, mais je pense que la plupart des gens comprennent les raisons qui ont amené à ce geste désespéré, parce qu'en fait, le système, et ça n'a rien à voir avec cet individu qui a été malheureusement assassiné, mais le système est incroyablement dur et injuste. Et en fait, il y a trois moyens, quand la concentration des biens elle est trop extrême, il y a trois moyens de répartir à nouveau les choses et de changer le système, c'est la famine, la guerre ou la révolution. Et je pense qu'en fait, cet assassinat, en fait, il montre il commence à y avoir un réel problème avec la manière, en fait, dont ces systèmes privés fonctionnent. Et tu penses que on pourrait voir des choses assez identiques comme ça en Europe qui pourraient se passer parce que on arrive sur un aspect assez critique, typiquement en France.
qui empruntent à des taux d'intérêt plus élevés que la Grèce. On parlait aussi de tout ce qui est industrie automobile, où voilà, ça devient compliqué. On rentre, je ne sais pas si on peut le dire, un peu en période de récession et les assurances, à un moment donné, elles vont nous jouer des tours. Alors, je suis pas certain que ça se compare. Je suis pas certain que le champ de comparaison il est là parce que le fait est que on a toujours l'impression qu'on est dans une période difficile. Ok. Toujours. En fait, les gens disent toujours. Si tu fais le bilan d'une année, maintenant on est à la fin de l'année, les gens disent toujours oh là là là, mais alors là on a plein de problèmes devant nous, etc. Mais je sais pas. En 1919 en Europe, après la Grande Guerre, avec ce qu'on appelait les gueules cassées, donc les gens qui ont été complètement traumatisés, que ce soit physiquement, psychiquement, la plupart du temps les deux, une quantité de jeunes hommes qui sont morts dans cette guerre atroce, la Deuxième Guerre mondiale qui arrivait, c'est quand même chaud aussi, quoi. Donc en fait, on peut pas, je crois pas qu'on puisse simplement affirmer que maintenant les temps sont plus dangereux. C'est la perception qu'on en a. Il y a toujours des dangers, il y a toujours des opportunités. Oui, on va le couvrir dans une émission spéciale. Il y a d'immenses défis d'emploi, notamment en Allemagne, qui est un peu en train d'exploser. Il y a des défis en France. Tout ça, c'est clair. Mais en fait, ça, c'est l'histoire des hommes. L'histoire est terrible. Donc, voilà, il y a des défis, il faut les relever. Ça, c'est une chose. Mais je pense que mon commentaire par rapport au système de santé, il est un peu différent parce qu'en fait, un truc qui peut vraiment énerver les gens, c'est quand on te dit voilà, ton fils, il pourrait bénéficier de tel et tel traitement, mais on va pas le payer. Mm. Ça met de très mauvaise humeur et ça rend les gens très, très nerveux. Et je pense que ce qui se passe, c'est les gens payent de plus en plus cher pour leur assurance maladie et ils voient bien qu'ils sont pas de plus en plus soignés. Alors ça énerve. Et là, c'est une question de système et de modèle et de manière dont on répartit l'effort. Mais faire face à l'adversité et puis être dans la difficulté, c'est quelque chose que les peuples ont révélé, ont relevé. C'est un défi que les peuples ont relevé de tout temps. Donc en fait, je ne crois pas que ça mène à la révolte ou à l'énervement, mais je pense que le système de santé globalement, on a souvent commenté en Suisse, aux États-Unis, c'est encore pire. On voit bien qu'il marche qui tourne sur 3 cylindres. Il y a quelque chose qui cloche. Moi, je pense que ce qui va le sauver ou le permettre de le réinventer, c'est la digitalisation, parce qu'encore une fois, quand on digitalise les choses, on a plus de ce bien pour beaucoup moins cher. Donc, c'est là, à mon avis, la manière de le faire. Et puis, encore une fois, il n'y a pas un acteur dans les systèmes de santé qui est un méchant. Il n'y a pas un vilain. Ce serait formidable s'il y avait un vilain. En fait, on pourrait le mettre de côté et résoudre ce qu'il fait, mais j'y crois pas du tout. C'est un système qui est complexe et qui doit se réinventer. Et à mon avis, ce qu'il faut, c'est un bon technologique, la digitalisation pour faire qu'il y ait plus de santé pour plus de monde et que ça reparte. Et je pense que justement, maintenant, c'est quelque chose qui va pouvoir être amélioré. C'est vrai que on imagine les compagnies d'assurance, elles vont pouvoir augmenter leurs marges et leurs profits grâce à l'IA. Et qu'on le voit maintenant avec justement les IA, elles font du meilleur boulot des fois que certains médecins. Et j'en parle, j'ai une amie à ma femme qui a amené son fils qui avait des plaques sur le corps chez le médecin aux urgences. Et puis, ils lui ont dit, ouais, c'est la gale. Donc, ils lui ont donné des médicaments, ils lui ont dit, il faut tout laver à la maison, machin, nanani, nanana et tout. Et puis, la maman, elle avait quand même des doutes et tout. Puis, heureusement, elle a réussi à avoir un rendez-vous chez le dermatologue. Et il lui a dit que c'était juste de l'eczéma. Donc, donc Bon, mais ouais. tu vois ce que je veux dire? Ou maintenant, en fait, avec ces avancées technologiques, eh ben, on peut imaginer que l'IA, sur des cas typiques comme ça, ne se tromperait pas, tu vois. Alors ça, je sais pas, mais je pense qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est empower. Euh, Comment est-ce qu'on dit empower en français? Donner du Ça pouvoir. More power donnait, to you. ouais, Il faut redonner en fait de la force, de l'agency, de la puissance, pour remettre le patient au centre en fait. Une autre chose, moi, que je recommanderais pour le système de santé, c'est que je pense qu'il faut redonner ces lettres de noblesse aux médecins. Il faut les laisser se tromper. Parce qu'en fait, la meilleure manière de stresser un système, c'est de dire à quelqu'un qu'il doit jamais se tromper. Parce qu'après, ce qu'il fait, s'il doit jamais se tromper, c'est qu'il va toujours aller du côté safe pour pas te traiter. Donc, moi, je pense qu'il faut
donner sa confiance au médecin. Pour avoir un bon médecin, il faut être un bon patient. On peut pas tirer sur les médecins à chaque fois qu'ils se trompent. Ils font pas exprès. Tu fais pas 15 ans d'études pour foirer un diagnostic. Ma foi, la réalité, c'est que de temps en temps, on se trompe. C'est la vie. C'est comme ça. Non, On peut pas exiger une médecine qui ne se trompe jamais. C'est juste pas possible. Mais à mon avis, il faut redonner plus de pouvoir aux soignants et aux soignés. Il faut mettre le soigné, donc le patient, au centre du jeu. Et l'IA, c'est vraiment une manière de lui donner de la force parce qu'il peut avoir accès à beaucoup plus d'informations contextualisées, beaucoup mieux interagir avec le médecin et la médecine en général. Il y a des tas de gains d'efficience qu'on peut faire. Et le digital, ça a été documenté 1000 fois. En fait, quand on digitalise un service, il devient moins cher, plus abondant et de meilleure qualité. Voilà. Voilà, c'est la vie. Donc, en fait, c'est vraiment l'avenue, à mon avis, qu'il faut suivre, mais il faut aussi, on peut pas se mettre dans une position du faible où on dit, oh, bon, mon Dieu, il y a le médecin qui m'a dit ça, bah, quand même, il s'est trompé. Bah oui, bien sûr qu'il s'est trompé. Les gens se trompent. C'est comme ça. je Mais suis ils font d'accord pas avec exprès. toi. Et je veux pas te paraphraser, mais c'est vraiment là où je voulais en venir, où des médecins, on en aura toujours besoin, mais s'ils peuvent avoir de l'aide grâce à la tech, il faut pas Mhm. s'en priver parce que ça s'appelle IA. Alors, mille fois d'accord. Et surtout les patients. En fait, C'est nous qui mettons, vont gagner, quoi. ouais, mais tu as mal au doigt. En fait, tu as envie que ce mal au doigt, il disparaisse. Tu as envie de faire la bonne chose. Les patients ne sont pas complètement cinglés avec l'idée de faire des bêtises matin, midi et soir. C'est pas vrai. La grande majorité des gens, en fait, ils ont un problème et ils souhaitent le résoudre. Et en fait, d'avoir accès à une meilleure information, d'avoir plus de data sur ta maladie, de pouvoir fournir un dossier, de donner un petit peu plus complet à ton médecin. Et il faut aussi voir, en fait, la difficulté pour les médecins de faire face tout le temps à ces demandes. C'est pas un métier qui est facile. Il faut mettre en place une meilleure collaboration et pour ça, il faut la confiance. C'est un peu comme pour la monnaie. On peut s'échanger un billet de 100 parce qu'on a confiance que demain, ce billet de 100, il permettra d'acheter une pizza ou des légumes. Si on perd la confiance, il n'y a plus rien qui marche. Donc, je pense qu'il faut remettre de la confiance en fait en faisant un saut technologique et il faut arrêter de blâmer les médecins ou de blâmer les patients. Il faut leur donner des outils pour qu'ils soient more power to you. Moi, j'y crois, mais absolument beaucoup. Et je pense que ce dont on discutait avant, en fait, ce geste complètement désespéré et totalement stupide de ce jeune homme qui a abattu un patron d'une assurance maladie, quoi qu'ait fait ce mec et quoi que ce soit pas éthique, tout ce qu'on veut, je veux dire, on flingue pas les gens dans la rue, c'est pas une bonne idée. C'est pas comme ça, en fait, qu'on met en place un système qui est plus fair play. J'y crois pas une seconde. Mais C'est ça clair. montre, en fait, que les gens n'en peuvent plus. C'est ça Ils que sont ça à bout. montre. Ouais, ils sont à bout. Et il faut arrêter de dire, ah, mais le système de santé, il est merveilleux. C'est pas si vrai, en fait. Les gens le savent bien. Il faut tout le temps demander à l'assurance maladie, est-ce que je peux faire ci, je peux faire ça. Aux États-Unis, les médecins, ils passent un temps considérable à savoir s'ils vont pouvoir te donner ce traitement ou ce traitement, que va rembourser l'assurance, on ne sait pas. Faut lui demander. On rentre dans un maelstrom administratif totalement stérile. Mais il faut encore une fois bien prendre conscience. Tu as le médecin, le patient, les hôpitaux, les assureurs, l'État qui légifère pour savoir ce qu'on va rembourser, les compagnies pharmaceutiques. Tu as un nombre d'acteurs considérable. C'est donc un système qui est extrêmement complexe. Et il y a un aspect chaotique. Quand il y a trop d'acteurs, c'est pas juste qu'il y a un mec qui est le mal incarné et en le changeant, en fait, tout ira bien. Je n'y crois pas une seconde. Ça ne marchera pas. Donc, ça sert à rien de s'attaquer à une personne. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont malveillants, mais la plupart des gens, ils aimeraient bien faire. J'en suis absolument certain. C'est simplement que le système, il devient un peu compliqué, puis qu'ils sont bourbes. Et la manière à mon avis, de désembourber le système, c'est de donner des outils aux patients qui leur permettent d'être plus solides, de plus s'assumer, de se prendre en Aux main, patients et aux d'amener. docteurs aussi. Bien Aux deux. sûr, bien sûr, il faut remettre le médecin dans son rôle de soignant, qui est un rôle absolument extraordinaire. Et c'est pas en tapant sur les médecins ou en tapant sur les assureurs que ça ira mieux. C'est absolument faux. Ce qu'il faut, c'est proposer quelque chose de nouveau dans le système. Ça va mettre de l'huile dans les rouages. Et si on peut tous avoir accès à un petit médecin digital en sachant, parce qu'alors après, on va me dire, oh mais mon Dieu, si le médecin digital dit une ânerie, mais les gens ne sont pas teubés. Aujourd'hui, ils vont sur Google de toute manière. Les gens ne sont pas Ouais, teubés. ça c'est Il clair. faut leur expliquer quelles sont les limites, il faut leur apprendre. On va apprendre à vivre avec ces systèmes, mais je pense que ça va nous permettre d'avoir accès à plus d'informations, de meilleure qualité, plus vite, plus souvent,
de faire des vidéo calls quand on a un doute, d'être rassuré, parce que la médecine, c'est pas que de donner des médicaments, c'est aussi la salive, c'est souvent aussi un médicament puissant, il faut expliquer. Donc, je suis très optimiste, mais je pense que cet événement aux États-Unis nous montre ce qu'induit le désespoir. Et puis, cette espèce de théorie qu'en fait, il y a un mec qui est un vrai salaud, puis qui a tout décidé de faire mal. Mais ça, j'y Ouais. crois pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des individus qui sont mal intentionnés, mais un système aussi complexe que ça ne se met pas à déconner comme ça parce qu'il l'a décidé. C'est pas vrai. Mm. Ça, c'est pour la partie généreuse. Après, la partie un peu moins généreuse, c'est que des fois, les assurances, elles abusent et puis il n'y a que cet aspect monétisation derrière. Ça je le prends pour moi. Non, Mais non, mais alors, juste un chiffre aussi, moi, qui m'a beaucoup ému, c'est qu'en fait, aux États-Unis, quand tu payes une assurance maladie, sur $1 que tu payes à l'assurance, il y a 45 centimes qui vont à l'assurance et 65 centimes pour te soigner. Donc là, il y a un problème d'ordre de grandeur. Le coût administratif d'une assurance maladie, ça devrait être au 45 maximum, centimes qui vont à ouais, l'assurance et 55 qui vont à qui? T'as dit? en traitement, en médicaments, en conversation Ok. médicale, Donc, ils etc., prennent etc. Et 45% de marge dessus, à peu près. what the fuck? C'est juste pas possible. Là, il y a un problème d'ordre de grandeur et je pense que, bon, je sais pas, moi, avec l'IA, le traitement administratif, ça devrait tomber en dessous d'1%. D'accord? Pas beaucoup plus. Et il faut que le système soit efficient. Donc, là, il y a un vrai problème. Moi, ce chiffre, j'essaie de le vérifier. C'est un chiffre que j'ai vu à plusieurs endroits, mais je ne sais pas si c'est une espèce de répétition. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, il y a un problème de fond. Si en fait, la moitié des ressources qu'on cotise pour, c'est pas le cas en Suisse, hein, c'est plus de l'ordre de 5%, mais je pense que tout, néanmoins, c'est trop. Le coût administratif, ça devrait être la portion congrue. Puis ce qu'il faut, c'est payer des médecins, payer des infirmières, payer des salles d'opération, payer des médicaments, etc., etc. Parce que là, on investit dans le bien-être, mais pas payer de l'administratif. Ça, c'est une ânerie. Sans transition, grosse news, la Wi-Fi 7 qui est sortie. Ouais. Et ça, c'est beau. Incroyable. Je savais même pas qu'on était à la 6. J'ai perdu le fil et tout. Ah oui. C'est un gros changement. Ça va permettre de faire plein de trucs, moins de latence, enfin, toi, en tant que techie, comment tu le perçois? Ah, mais dès que c'est dispo, on y va. Hein. Il y a pas à tortiller. Wi-Fi 7, c'est mieux que le 6. Boum, on y va. Surtout, Wi-Fi 7, ça devient plus rapide que les liaisons filaires. D'accord? Le sans fil va pour la première fois être plus rapide que le avec fil, ce qui est quand même cool. Et puis, il Ah y a ouais, surtout ok. une latence qui est 100 fois plus courte. La latence, c'est le temps qu'il faut. C'est quand tu as de l'écho. C'est le temps qu'il faut entre le moment où le système fait une demande et puis il reçoit la réponse, le temps de ping. Et en fait, la latence qui diminue, c'est génial pour les gamers. Donc, dès que Wi-Fi 6… Alors moi, j'upgrade jamais dans les 3-6 mois où la techno est sortie parce qu'ayant beaucoup fait de devices de ce goût-là, je sais qu'au départ, ils sont buggés. Donc, j'attends toujours, allez, 6-10 mois pour upgrade. Mais oui, ça va valoir la peine, mais de ouf. Ça, c'est ton conseil, ça, d'attendre un petit peu avant que. Moi, je le fais parce que je me rappelle quand on était chez Logitech, on avait fait la toute première souris Bluetooth. Alors bon, peut-être pour les auditeurs, ils se disent, mais quoi, Bluetooth, ça n'a pas toujours existé? Ben non, je vous confirme, ça n'a pas toujours existé. Et c'était un chip Broadcom, en fait, qui était là dans une souris qui permet de faire des présentations. La pile devait durer, je sais pas, 4 heures. Il y en avait 3, c'était un truc énorme, il avait une forme de banane. Bref, ça, on le vendait 200 $ ou plus. Et les premiers chips Bluetooth, je veux dire, c'était, mais la croix et la bannière, ça marchait pas. On faisait aussi à l'époque les souris et claviers pour Dell. Donc, c'est tout le business OEM, donc Dell, IBM, Apple, etc. C'est beaucoup Logitech qui fait ces souris-là. Et en fait, on avait fait le premier combo clavier-souris pour Dell, avec la marque Dell. Et notre CEO, Guerrino De Luca, il faisait le dépannage technique pour Michael Dell, donc le propriétaire et fondateur de Dell. Il avait reçu le premier combo clavier-souris Dell Bluetooth. Ils étaient tout excités tous les deux et rien ne fonctionnait. Donc, c'était la galère.
mais de proportions bibliques. Et oh là là, j'en garde un souvenir terrible. Donc, pour dire, au départ, quand il y a une nouvelle technologie, ça marche pas toujours nickel, nickel. Les chips sont un peu buggés quand il y a un saut de technologie. Ceux qui viennent un tout petit peu après, ils sont en général plus mûrs parce que ça a été débugué. Est-ce que par rapport à toutes ces technos qui sont en train d'être développées, on sait qu'un des freins, c'est l'accès à l'énergie, en fait. Donc, tout ce Mhm, qui est power. mhm. Il y a un truc qui est assez intéressant, qui dit que voilà, les grosses boîtes de pétrole, typiquement Exxon, etc., ils veulent justement aider les boîtes tech pour pouvoir fournir du power pour le développement, tout ce qui est IA. Est-ce que ça te surprend ou pas? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oh non, pas du tout. L'IA requiert en fait d'avoir des sources d'énergie qui sont assez conséquentes. Et puis, ce qu'ont fait les gros de la tech, notamment Google, Microsoft, c'est qu'ils commencent à investir dans des centrales nucléaires. Alors, si tu étais à la tête d'une grande société qui vend du pétrole et du gaz, et que moi j'étais ton consultant, puis tu me dirais, mais qu'est-ce que t'en penses, Pascal? Je dirais, bon, ben mec, il faut tout de suite proposer des solutions à ces géants de la tech parce que ce sont, des privés qui se mettent à faire des sources d'énergie, alors que jusqu'à maintenant, c'était les États. C'est un nouveau type de clientèle. Et puis deux, tu dois faire très attention à la story parce que si le discours qui s'installe, c'est qu'en fait, la solution, c'est le nucléaire, mais que toi, tu vends du pétrole. Je ne me prononce pas sur est-ce que le pétrole, c'est bien, le nucléaire, c'est bien, est-ce que l'IA consomme trop d'énergie, on met tout ça de côté. Mais si tu es vendeur de pétrole, tu dois dire qu'en fait, la solution, c'est le pétrole ou le gaz. Alors, leur argument, c'est, ils ont fait ces communiqués, en fait, pour que les patrons de ces grandes tech les appellent, et puis ils ont dit, ben, nous, on peut vous faire des centrales à gaz, ce sera beaucoup plus rapide qu'une centrale nucléaire, appelez-nous. C'est du business, quoi. Mais je pense que le shift historiquement, c'était quand même les États qui fabriquaient qui investissaient pour faire des sources d'énergie. Un truc entre l'État et le privé, des trucs semi-privés, semi-étatiques, mais c'était quand même l'État qui avait la main. Et maintenant, en fait, c'est un peu en train de changer pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a des acteurs privés qui deviennent gigantesques et qui ont besoin de sources d'énergie, donc qui commencent à avoir les moyens pour se payer des centrales nucléaires ou des centrales à gaz, parce que ça coûte assez cher et c'est très long à faire. Ça s'amortit sur des dizaines d'années. Et puis d'autre part, il y a tout ce débat émission du carbone, préserver le climat. D'accord. Et pour quelqu'un qui creuse des puits pour trouver du pétrole, c'est une espèce de manière de revenir dans le game. Parce que ta story, c'est oh, bah, by the way, c'est très long de faire une centrale nucléaire, donc vous pouvez nous appeler, on vous fait une centrale à gaz. C'est tout cool. Et d'ailleurs, je trouve ça assez scandaleux. Dans le communiqué, ils disent qu'ils vont faire des puits de capture de CO2. Mais bon, ça va pas changer grand-chose. Mais ils racontent une histoire, en fait. Et ils essayent de trouver de nouveaux clients ou de pas perdre les clients historiques qu'ils ont. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la fin de l'État dans tout ce qui est Mmh. énergie? Ça Ben, commence il à y être a, intéressant. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui n'existait pas dans le passé qui est en train de se ouais, mais passer maintenant. c'est pas le drame. Parce que ce qui est en train de se passer, jusqu'à maintenant, en fait, les systèmes de fourniture d'électricité, donc en fait, l'électricité, mais l'énergie en général, c'était vraiment quelque chose qui était dans les mains de l'État parce que c'est un système top-down centralisé. Donc, tu fais une centrale au charbon, une centrale à gaz, une centrale nucléaire, ça fait de l'électricité, bam, et ça y va. Mais il y a un autre domaine où, en fait, c'est de l'ordre du privé, c'est le chauffage. Euh, dans ton appart, enfin, si tu as une maison ou si tu as un appart en PPE, ben, c'est toi qui t'occupes de cotiser pour payer un chauffage. L'État s'en mêle pas, puis ça marche très bien. Donc, est-ce grave? Par exemple, je me rappelle qu'à Moscou, ils ont 12 districts et en fait, à Moscou, le chauffage, c'est une affaire étatique. Évidemment, c'était la- les soviétiques. Alors, ça fait que l'air est très pur parce que tu as 12, tu as pas chaque maison qui a un petit chauffage mal réglé, mais tu as 12 immenses chauffages et puis ils distribuent cette chaleur dans le truc. Ce qui pose un problème parce que quand ton quartier, une fois par année, ton chauffage, il doit être entretenu. Et du coup, tu n'as plus d'eau chaude pendant quelques semaines. Alors, les gens vont se doucher chez d'autres. Enfin, il y a tout un business comme ça
de solidarité. Le point, c'est qu'en fait, maintenant, la technologie permet en fait au système énergétique d'être décentralisé. Ça veut dire que les gens ont une petite éolienne, un petit panneau solaire sur le toit, une pompe à chaleur, ils ont une batterie qui permet de stocker l'énergie produite, qui renvoie ça dans le circuit. Donc en fait, c'est en train de se décentraliser. Donc on passe d'un truc pensé par l'État top-down qui distribue à un truc où tu as une émergence de tout le monde devient un peu son petit fournisseur d'électricité. Et puis il faut remettre tout ça ensemble. Donc c'est du top-down cette fois, c'est plus du non, c'est du bottom-up, c'est plus du top-down. Et du coup, ça change un peu la dynamique, mais c'est la technologie qui le permet. C'est pas un drame. C'est simplement que ça va se faire comme ça. L'État va toujours garder un rôle très important parce que tu es obligé d'avoir des sources d'énergie continue. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, cette décentralisation de la production, puis notamment les panneaux solaires, ça va et les voitures électriques, ça va certainement permettre enfin, il y a beaucoup d'argent qui va là-dedans pour faire des solutions de stockage de l'énergie. Parce que le problème des panneaux solaires, c'est qu'il faut stocker l'énergie pour quand il n'y a pas de soleil. Donc, on peut s'imaginer, on peut s'attendre à des progrès assez significatifs là-dedans. Ça va certainement aussi rendre le réseau un poil plus résilient parce qu'il sera distribué un peu à la manière d'Internet. Donc, non, c'est good news à mon avis. J'ai l'impression que toutes les barrières un peu qui freinaient l'adoption de l'IA sont en train de tomber. Et on voit aussi qu'en termes de gains de productivité, il y a de plus en plus de grosses boîtes qui s'y mettent. Là, dernièrement, c'était Decathlon et puis qui d'autre, j'oublie. Et Deloitte qui utilisent des technologies de Google, des nouveaux assistants IA pour la productivité. Donc, ouais, Nokia, Decathlon et Deloitte sont déjà conquis, comme nous le dit l'article. Donc, en fait, là, on n'est plus dans le questionnement, c'est adoption massive. Ah oui, non, mais il n'y a pas de discussion, hein. Je veux dire, les entreprises qui sont pas en marche ou qui n'ont pas un plan ou qui font pas des essais, elles vont simplement perdre en compétitivité d'une manière absurde. Donc, ils n'ont pas le choix. La question, c'est adopter l'IA, si on veut, c'est un peu comme alors, d'une part, il y a un effet massif sur l'emploi parce qu'en fait, on n'a plus forcément besoin des mêmes skills, des mêmes personnes aux mêmes endroits pour faire les mêmes choses. Voilà. Mais à chaque fois que dans une entreprise, on manipule de l'information, peu ou prou, on peut soit remplacer les gens, soit avoir moins de gens avec des qualifications un peu supérieures, mais qui sont assistés par des agents IA. Donc, il y a simplement pas le choix parce que les concurrents vont le faire, d'une part. Puis d'autre part, ça permet en général de faire moins cher, un meilleur service ou un meilleur produit. Donc, ne pas y aller, c'est suicidaire. Est-ce qu'on peut dire que si le dirigeant de votre boîte, le CEO ou le PDG ou le C-level ne s'occupe pas de l'IA, il faut qu'il se fasse virer sur le champ? C'est devenu tellement important. Ben, je dirais que ça dépend du domaine dans lequel on agit. Si par exemple, prenons un cas concret, en fait, une PME qui fait de la plomberie, ouais, on s'en tape un peu, c'est pas très grave. Parce que comment tu crées de la valeur, bah tu répares des choses dans le monde réel. Tu installes des lavabos lors d'une rénovation, de la construction d'une maison. Moi, j'ai un peu traîné dans la plomberie, c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais dans mon premier job, j'ai fait un robinet électronique pour KWC, qui est une belle marque de robinet en Suisse alémanique. Puis du coup, j'ai eu une espèce de mini formation sur la plomberie, puis comment connecter tous ces trucs. J'ai un respect immense pour la plomberie et les sanitaires parce que c'est pas facile. Hein, du peu que j'ai vu, et si tu as une inondation dans un appart ou dans une maison, mais c'est la misère totale. Donc, il y a un aspect de sécurité. La plomberie, c'est pas tu claques des doigts et tu le fais toi-même et c'est sans risque. C'est pas vrai. C'est quelque chose de délicat à faire. Il y a un vrai apprentissage à avoir, un vrai métier, un vrai savoir-faire. Donc, OK, on prend la plomberie. Ben, une entreprise de 200 personnes où on fait de la plomberie, des sanitaires, ils risquent rien avec l'IA. Ça va pas poser de problème. Donc, quand on est dans le réel et qu'on fait des trucs réels, il y a pas trop de soucis. Mais pour tous les autres, ouais, il y a du souci s'il n'y a pas d'IA. Alors, ce qui est possible, en fait, c'est que votre patron, il soit déjà en chemin pour implanter des systèmes. Il peut ne pas vous l'avoir dit. Ça, il faut accepter. Hein, ça dépend qui vient de confiance, de ce que vous faites.
Mais moi, en tout cas, ce que je conseillerais à chacun, qu'il soit entrepreneur, auto-entrepreneur, employé, étudiant, peu importe ce que vous faites en fait, même si vous êtes dans un métier manuel, lancez-vous à utiliser ces modèles d'IA maintenant. Allez-y, documentez-vous, apprenez, essayez, que ce soit d'appliquer à votre business, à une passion. Utilisez ces trucs. C'est comme le début d'Internet. Simplement, ça va plus vite. Euh, Ça me fait penser à plusieurs commentaires qu'on a reçus. Donc, c'est vrai que c'est cool. Nos vidéos font réagir. Et puis, il y a pas mal de commentaires super intéressants. Euh, je te laisse le partager. C'est vrai que si tu veux, Pascal, on Mhm, parlait justement de l'état critique dans lequel se trouve l'Europe et comme quoi les solutions IA qui sont poussées ou qui sont mises dans nos mains viennent essentiellement des États-Unis. Donc, mhm. est-ce que tu veux que je lise le commentaire ou tu veux y aller? Ouais, peut-être tu peux le lire, comme ça les auditeurs, ils peuvent raccrocher les wagons. Voilà, donc attends, je le reprends ici, Je, tac, tac, parce que je ne l'ai pas dans le fichier, mais alors attendez, non, je te le copie-colle. Donc voilà, donc c'était suite à notre vidéo L'Europe en déclin. Donc il y a quelqu'un qui a commenté, enfin Vangorp 9056 qui disait ah ouais quand même Mistral large 2 France est supérieur à Grok 2, à Lama 405B et même à GPT 4O. Et qu'en gros, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que nous, on se plaint souvent qu'il n'y a pas forcément de solutions européennes, mais comment dire, nous, on dit, en gros, j'en perds mon français, mais en gros, on dit que voilà, les Européens devraient venir avec des solutions alternatives aux IA américaines, mais qu'elles existent déjà. Donc, typiquement, avec Mistral, comme il disait, Mistral Large 2 est aussi bien que Grok et Lama de Meta. Et que, comme nous, on n'en fait pas la pub, eh ben, ça le chagrine un peu, il est un peu déstabilisé parce que, voilà, on va tomber en main américaine. Est-ce qu'on peut dire que j'ai bien résumé, Pascal? Tu as très bien résumé. Je te remercie, Younes. Et puis merci à Van Gorp 95056, qui est un auditeur fidèle. Alors, moi, je me suis permis de répondre sur YouTube à son commentaire. Il a raison et tort. Alors, l'IA, c'est plus un truc d'académique. L'IA, maintenant, c'est un truc d'entreprise. D'accord? Donc, en fait, ce que font les universités, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les entreprises qui commercialisent des modèles, des services, des choses. Et puis, dans le business, un peu comme dans les brevets et l'IP, c'est une question de poids. En fait, tu peux avoir un acteur par-ci, un acteur par-là, mais il faut voir quelle est leur taille, à quel point ils sont gros ou petits, et puis il faut voir le nombre d'acteurs et la diversité. Et en fait, oui, cet auditeur a raison. En fait, il y a des acteurs européens. Mistral, c'est des mecs incroyables et ils ont bien raison de le faire. Flux, c'est un générateur d'images, c'est génial. Il n'y a pas de doute. Mais on rappelle que la Commission européenne, elle a pris Anthropic, donc la solution d'Amazon Web Services pour ses propres usages. Donc en fait, ils ont un peu botté avec leurs pieds et leur porte-monnaie. Premier point. Mais il y a bien sûr une série de petits acteurs européens. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y en a un bon ordre de grandeur moins en nombre. Il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de sociétés. Et puis, ils sont un bon ordre de grandeur plus petit. D'ailleurs, l'auditeur le dit, il dit, c'est incroyable ce que Mistral fait avec si peu de moyens. Alors, alors c'est génial. C'est Lean Innovation. Ils ont super peu de moyens. Puis, ils se débrouillent pour pas mourir et pour faire quelque chose. Mais c'est, en gros, ce dont on parle, c'est de la misère. C'est-à-dire que comme c'est une problématique industrielle, il faut un tissu industriel qui émerge. Et puis, il faut un grand nombre d'acteurs. Alors, plusieurs points. Le premier, c'est que, on en a déjà parlé, la législation européenne, elle met un fusil sur la tempe de toutes les sociétés qui seraient basées en Europe. C'est pas une bonne chose. Deuxièmement, les capitaux à disposition en Europe, ils sont de plusieurs ordres de grandeur plus petits que les capitaux qui sont disponibles aux États-Unis pour ce type de société. Ben voilà, Sam Altman, il lève 5-6 milliards tous les 6 mois. Bon, ben, ça, en Europe, il n'y a personne qui arrive à faire. Ensuite, les fondateurs d'OpenAI, ils sont déjà tous partis d'OpenAI pour fonder la deuxième génération de Startupia. Puis nous, on parle encore des modèles.
d'accord, qui sont passés en phase industrielle de déploiement. Donc, on est en retard d'un coup, c'est clair. Et puis, le dernier point, c'est qu'en fait, c'est cette IA, en fait. C'est pas que tu fais une IA et après tu dis, bon, ben voilà, on a fait l'IA. Il faut la déployer à quelque part. Je ne parle pas d'une application particulière sur un serveur on-premise, etc., etc. C'est pas tout noir, tout blanc. Mais le gros des applications, en fait, elles vont tourner sur des clouds et tous les grands clouds sont américains. Donc, en fait, la couche du dessous, on l'a pas. Et cette bataille-là, on l'a déjà perdue depuis longtemps. Moi, je pense que la vraie bataille, c'est la bataille du soft. Il faut programmer ses applications, il faut réinventer le monde du soft et se concentrer là-dessus. Et c'est pas une critique de l'Europe, c'est simplement un constat industriel qu'en fait, on n'a ni la masse critique, ni le rapport au risque et l'appétence en fait du nouveau pour en fait régater. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en Europe. Oui, et puis c'est vrai que il me semble aux dernières nouvelles, Mistral est en train d'installer un bureau à San Francisco. Donc, ils veulent bénéficier du cluster de l'écosystème là-bas. Et puis, c'est pas parce que, enfin, on a développé quelque chose, comme on le dit souvent, tu peux être un super bon ingénieur, mais après, il faut le déployer, il faut trouver des clients. Et puis, ce que le Parlement européen a fait en utilisant Claude d'Anthropic et puis AWS pour le cloud, ça démontre qu'ils n'ont pas forcément confiance aux solutions européennes. Oui, puis le truc, c'est qu'en fait, moi qui conseille beaucoup d'entreprises pour adopter l'IA, on en arrive toujours à la même discussion. Les gens, ils veulent le système d'IA le plus performant possible et le moins cher. C'est tout. Et en fait, dans un domaine comme l'intelligence artificielle, en fait, tu as un intérêt tout à fait bien senti à avoir un système performant. En gros, c'est comme si tu engageais quelqu'un. Est-ce que tu vas prendre le plus con ou le plus malin? Bah, tu prends le plus malin. D'accord? Donc, c'est clair que si tu dois choisir des fournisseurs, tu peux faire un truc multimodèle, etc., faire présentation en données, etc. Mais la clé, c'est quand même de travailler avec les acteurs les plus dynamiques et les plus forts. Pas avec personne dans l'industrie se dit bon, c'est vraiment trop génial. Là, on a un petit acteur local, ils sont vraiment moins bons, mais ça va le faire. Comme ça, c'est vive la France maintenant. Les gens ne font pas ça. Les industriels, ils prennent la solution la plus performante. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Est-ce qu'on peut dire aussi que les gens, il faut qu'ils acceptent aussi peut-être d'arrêter de se lever, de se voiler la face sur le fait que économiquement, on est largué par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, que ce soit surtout en matière de technologie, puis on le voit maintenant. On en parle souvent avec l'industrie automobile en Allemagne qui va très très mal, en France aussi pareil. Et tu peux nous donner les chiffres, mais en 2024, il y a je ne sais plus combien de boîtes qui ont fait faillite en Europe et c'est une vague de faillite sans précédent. Donc je pense que c'est très important que maintenant, pour essayer de reconstruire quelque chose et puis d'éviter vraiment que ça soit une faillite du continent, d'accepter, faire son introspection et puis de trouver de nouvelles pistes de croissance. Oui, alors le truc, c'est qu'en fait, il faut avoir un rapport au réel qui est étayé par les faits. On peut pas, c'est-à-dire quand, moi je fais pas de politique, mais les politiciens, en fait, ils peuvent rêver d'un monde différent, etc., etc., mais quand on dirige une entreprise, qu'on fonde une société, qu'on fait du business, il faut être hyper cash. On peut pas se payer le luxe du délire. Donc du coup, en ce qui concerne les technologies digitales, l'Europe est à la rue, mais d'une manière c'est la nagée complète. Il y a le pôle chinois d'un côté, et puis il y a le pôle américain. Et puis en Europe, c'est pas qu'il y a rien, mais pas grand-chose. Ce qu'on a en Europe, qui est extraordinaire, c'est la qualité des universités. On fournit des PhD, des bachelors, des masters qui sont extraordinaires. Après, les gens partent. Voilà, c'est ça qui nous arrive. Hein. Donc c'est évidemment Sauf à très Zurich. désagréable. Sauf à Zurich, comme Ouais, OpenAI s'est installé, il y a sauf à Anthropic aussi je qui suis vient de d'accord, je s'installer suis et tout. d'accord. Zurich tire son épingle Mais du ils jeu, bossent mais pour des boîtes américaines. ouais, Ça c'est contribue pas au bien le point. développement de boîtes européennes. Si tu étais une boîte américaine et puis que tu avais compris qu'à l'ETH Zurich, il y avait des ingénieurs absolument hors du commun, puis que tu voulais pouvoir les engager, tu ferais comment? Tu ouvrirais un bureau là-bas. Exact. Donc, je pense qu'en fait, la Suisse a bien joué, spécialement Zurich, parce qu'en fait, ils ont réussi en fait à monter un écosystème. Maintenant, ils y sont tous. Il y a OpenAI. Historiquement, c'est Google qui a commencé, qui sont les meilleurs dans l'IA. OpenAI, il y a Amazon Web Services, il y a Anthropic, il y a tout le monde. D'accord? Donc, en fait, le hub de l'IA en Suisse, c'est beaucoup Zurich. Autour de l'ETHZ, c'était très bien pour la Suisse, mais
si on veut, il faut comparer. Encore une fois, maintenant, c'est plus un problème universitaire. Maintenant, ils vont chercher des jeunes universitaires pour nourrir, parce il faut de nouvelles forces vives de la nation. Donc, ils ont bien raison de le faire. Ça va être bien pour la Suisse, mais ça reste mini. Ça reste petit. C'est pas là qu'on prend les décisions réellement importantes, qu'on décide des investissements à faire. Ça veut dire qu'on peut avoir la gloriole d'être malin, mais ça rend pas riche. Sauf les Je veux employés, dire, quoi. voilà. Et puis, si on regarde le continent européen, puis qu'on le compare au continent nord-américain et au continent, à la Chine, disons, ou à l'Asie, les Européens, c'est les dindons de la farce. Il n'y a pas d'acteurs industriels majeurs qui émergent. Voilà, c'est comme ça. On est un bon ordre de grandeur plus petit. Et il faut simplement, j'en fais pas je m'en réjouis pas. Je pense que c'est ennuyeux, mais ça veut dire qu'il faut mener des batailles qu'on a une petite chance de gagner. Faut pas bâiller aux corneilles et puis juste rêver. Les politiciens font ça, c'est leur boulot. Mais il faut que les entrepreneurs ils soient sharp et en lien avec le réel. Et est-ce que tu peux nous donner le chiffre de boîtes qui ont fait faillite cette année en Europe? Ouais, alors c'est ahurissant. Ils disent une crise sans précédent ébranle aujourd'hui l'économie mondiale. Les grandes entreprises, souvent perçues comme des piliers de stabilité, vacillent sous le poids de défaillances records. Au troisième trimestre 2024, 127 sociétés qui affichent chacune un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ont déclaré faillite. Donc, cette stat, elle dépasse énorme. de loin les moyennes observées avant la pandémie. Ce qui veut dire on est dans une économie fragile. Puis là, c'est pas la petite PME du coin, hein, c'est pas un kiosque à journaux qui plus de tickets de loto. C'est vraiment, il est en train de se passer quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on couvre ça dans une émission spéciale où on prend l'automobile, etc. De mon point de vue, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'en fait, l'Europe est en train de perdre de sa superbe, pas en tant que stock d'argent. L'Europe reste très riche, mais elle est clairement moins dynamique pour le nouveau monde digital qui, en fait, prend toute la place. C'est le premier point, c'est ce dont on discutait avant. Il n'y a pas de géant industriel majeur ni une dynamique extraordinaire en Europe de ce point de vue-là. On a des gens extrêmement bien formés, mais ça ne veut pas dire qu'on a des champions industriels. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a quand même un petit sujet géopolitique où en fait l'Europe, je crois qu'elle se fait dépecer par les USA. Enfin, elle est entre la Chine et les États-Unis, puis on est un peu là au milieu, comme un dindon à te faire plumer. Donc on est en train d'être très regardé, mais je pense que c'est ce qui se voit en fait dans ces chiffres, où en fait il y a de plus en plus de sociétés qui s'ouvrent. J'écoutais ce matin un podcast, c'est intéressant, il disait que la dernière grande société digitale en Europe, c'était SAP, elle a été créée il y a 70 ans, quelque chose comme ça. Bon, ben voilà, le fait c'est qu'en fait, si on compte ces grandes sociétés qui sont actives dans le digital, il y en a très peu en Europe, et que maintenant, en fait, on paye ce retard à l'allumage dans le monde digital. C'est d'ailleurs pour ça que l'industrie allemande dans l'automobile explose. C'est qu'en fait, une Tesla ou une voiture électrique, c'est un iPad géant avec des roues. C'est du soft. Et du coup, ben, comme on est moins dans le truc du soft, je dis pas qu'on n'y est pas, on y est moins. En tout cas, on y est beaucoup moins industriellement. Eh ben, on glisse. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est en train de nous arriver. Je pense qu'on va finir là-dessus. On en fera une spéciale un petit peu, comme tu dis, sur l'Europe en déclin, pour essayer de trouver des pistes, des solutions. Je pense qu'il y en a, mais il faut se retrousser les manches et puis accepter qu'on est derrière. Si on continue à se voiler la face, ça ne va pas le faire. Pascal, je te remercie. Absolument d'accord avec toi. Je te souhaite une excellente semaine et puis je te dis à très bientôt. À bientôt, Younes. Ciao.